La trajectoire de l'humanité, elle est décidée par une poignée de gens qui se trouvent dans la Silicon Valley, qui sont multimilliardaires, qui sont complètement déconnectés, qui prennent de la drogue. Ah mais je te confirme, on prend des psychédéliques régulièrement, oui, effectivement. La technologie va trop vite pour mon cerveau vieillissant. À 20 ans, de supporter le tsunami de l'IA, c'est compliqué, mais quand à mon âge, à 65 ans, c'est encore plus difficile. Et moi, je me sens gilet jaune aujourd'hui. Je suis un gilet jaune. Le point central, c'est le fuck you de la génération de Laurent vers ma génération, car la réalité, c'est que la génération de Laurent a mis en place une machine infernale, ils ont industrialisé l'intelligence, ils ont démocratisé l'intelligence, qui ne bénéficie pas, non pas aux plus jeunes, mais qui au contraire les remplace. C'est un peu aussi à vous de vous démerder. L'IA avec un robot humanoïde vous jugera jamais, elle sera pas jalouse. Elle simulera l'orgasme, même quand t'as un sexe de 6 cm. Ah, c'est formidable alors. Le robot sexuel, après, te dira « Qu'est-ce que j'ai joui ?» Je prends 2 minutes parce que quand j'ai créé Silicon Carnet, je me souviens très bien du jour où j'ai dû envoyer ma toute première facture. Je me suis dit, je facture comment et avec quel outil ? J'avais un compte pro d'un côté, mais pas d'outil pour facturer. Résultat, je passais mes soirées à vérifier à la main si le virement était bien arrivé et à faire le lien entre la facture et le compte bancaire. Je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Avec Conto, fini ce problème. Compte pro et facturation électronique sont intégrés dès le premier jour. Votre client paye, le paiement se réconcilie tout seul avec la facture et vous n'avez plus rien à faire. Sans compter que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de septembre 2026, la facturation électronique devient obligatoire en France et vous devez être équipé d'une plateforme agréée par l'État. Et avec Conto, c'est déjà le cas. C'est inclus dans tous les forfaits, sans surcoût et sans outils supplémentaires. Aujourd'hui, plus de 600 000 entrepreneurs utilisent Conto et une entreprise sur 4 en France se crée avec eux. Donc si vous vous lancez, foncez sur conto.com, ça s'écrit Qonto.com. En plus, ils ont été super sympas, ils nous ont donné un nouveau code, Silicon3M. Conto vous offre 3 mois gratuits sur votre compte pro pour toute nouvelle création d'entreprise. Allez, retour à ton épisode. Laurent et Alexandre, merci de venir pour parler de votre nouveau livre que je montre à tout le monde. Vivre 1000 ans. Merci de ton invitation. Merci à toi pour l'invitation. Merci, c'est un vrai plaisir. Alors, le livre, je l'ai reçu il y a vraiment quelques jours. Il sort demain. Donc, j'ai eu l'occasion de le parcourir et presque de le finir. Il me manque une 50aine de pages. Donc, je crois que j'ai à peu près une bonne idée de la teneur de ce bouquin. Et je voulais en discuter avec vous et partager avec vous cet échange, parce qu'en fait, il est construit un petit peu comme une sorte de dialogue entre vous, entre un vieux, j'allais dire con, mais presque, en fait, quand on lit le bouquin, on se dit, t'as assumé le rôle un peu du vieux con. C'est assez difficile à mon âge de jouer les jeunes. Ouais. C'est assez pathétique de jouer les jeunes quand on est un vieillard à la veille de rentrer chez Orpea. Ouais, non, t'es pas encore chez Orpea. Mais rassure-toi, ça va venir. Ça va venir ? Tu dis vivre 1000 ans, toi tu penses que ces 1000 ans, c'est pas pour toi ? Non, mais d'ailleurs c'est la fin de notre introduction. Hein. À la fin de l'introduction, on dit Laurent Alexandre va mourir. Ouais. Alexandre Tsikopoulos, ce n'est pas certain si l'on en croit la Silicon Valley. Donc effectivement, j'assume mon rôle de mortel dans un monde où la jeune génération va commencer à être concernée par la mort de la mort. Donc l'euthanasie de la mort ne me concerne pas, je vais mourir en étant passé par la case gâtisme et Orpea. Et la jeune génération, elle, va, grâce à la super intelligence artificielle, probablement vivre beaucoup plus longtemps. Mais il y a d'autres enjeux pour elle, parce qu'elle va être extrêmement challengée dans le monde du travail par la super IA et par les humains augmentés. Alors que cette génération n'a pas été augmentée, elle n'a pas été sélectionnée génétiquement comme les dirigeants de la Silicon Valley commencent à le faire pour leurs enfants. Oui, c'est-à-dire que dans la Silicon Valley où je vis, effectivement, moi j'ai des copines qui font de la sélection embryonnaire aujourd'hui et qui, à partir des embryons, choisissent ceux qui, d'ailleurs un peu comme un menu à la carte, des facultés physiques ou... Tout à fait. Parle même d'un quotient intellectuel qu'on pourrait prédéterminer. Depuis 2024, il y a justement des startups. La première sur le marché, c'était Heliospace Genomics, qui proposait pour $50 000, c'est toujours les tarifs actuels, de sélectionner le meilleur embryon. Donc, vous pouvez déterminer le QI de l'embryon, donc du futur bébé, la couleur des yeux, la taille, etc. Aujourd'hui, maintenant, vous avez à peu près une dizaine de startups qui ont émergé sur le marché américain, qui proposent d'autres offres, des fois un peu plus bas de gamme, moins chères, plus accessibles. Par embryon. Oui, par embryon, bien sûr. Et donc, vous avez
toutes ces offres qui sont en train de se multiplier. Et donc, vous avez toute une nouvelle génération sélectionnée qui est en train d'émerger. D'ailleurs, il y a à peu près 15 jours, même pas, sur le journal de France 2, on a une émission qui a été consacrée pour la première fois en France, quand même, faut le souligner, avec un couple qui, justement, a fait un bébé sélectionné. Puis, ils sont très fiers. Ils présentent leur bébé à la caméra en disant, bon, bah, il aura 146 de QI, il fera 1m92, plutôt et pas mal. Français. Et c'est des Français. C'est des Américains. C'est des Américains, mais présentés aux Français. Mais c'était au journal télévisé. Ce qui était une première. Ok. Alors, c'est marrant parce que justement, toi, tu n'as pas été sélectionné, que je sache, quoi. Donc, la technologie n'existait pas. La technologie n'existait pas. Donc, ça a été un bébé normal, qui n'a pas été choisi pour ses capacités intellectuelles ni sa taille. Bon, il se trouve qu'il est grand et pas trop con, même s'il n'a pas bénéficié de la sélection embryonnaire. Mais j'appartiens, comme vous tous, autour de cette table, à la génération de bébés loterie. Papa dans maman, et on choisit absolument pas ce qui en sort. Et d'humanité, on est la fin de l'humanité 1.0. Oui, mais alors justement, quand on lit votre bouquin, on a l'impression que justement Alexandre, lui, il a l'air d'être plus une victime de ce qu'on est en train de décrire. Et d'ailleurs, tu as une façon de réagir qui est presque un petit peu... comment dire, on a l'impression que tu résistes un petit peu à ce truc-là. Il aime beaucoup se plaindre. Ah, il aime beaucoup se plaindre. Ouais. Tu vois le dessin de Vouch extraordinaire où tu vois un couple qui est dans une maison extraordinaire face à une piscine gigantesque et le mec dit on est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être un tout petit peu mieux encore? Et c'est ça. Lui, il est de cette génération qui n'est jamais satisfaite. Alors que nous, on se satisfait de petites choses, un bonbon et une orange à Noël comme cadeau. C'est totalement faux. Mais je pense que oui, j'ai des raisons de me plaindre et d'être angoissé par l'avenir. On parlait de sélection embryonnaire. Parce que tu l'as pas demandé, ça, en fait, cet avenir? Alors, évidemment que je l'ai absolument pas demandé, qu'on n'a pas consulté l'avis d'Alexandre Scolo, ce que je peux comprendre, mais plus généralement, on n'a pas demandé l'avis des Français, ni des Européens, ni même des Américains. En réalité, la trajectoire de l'humanité, elle est décidée par une poignée de gens qui se trouvent dans la Silicon Valley, aujourd'hui, qui sont multimilliardaires, qui sont complètement déconnectés, c'est pas moi qui le dis, ça c'est le Wall Street Journal en 2023 qui avait montré qu'ils prennent des psychédéliques, de la drogue. Elon Musk lui-même, des psychédéliques régulièrement, oui, Elon Musk lui-même avait avoué qu'il prenait de la kétamine. Ensuite, il y a beaucoup de gens, de ces dirigeants de la tech, de ces maîtres de l'IA qui sont Asperger, qui nous balancent des phrases absolument horribles. Sam Altman qui avait dit « Oui, la super IA va peut-être détruire l'humanité, mais entre-temps, on va faire des entreprises absolument merveilleuses. » Et du coup, on a tout ce petit monde sous drogue, Asperger, mégalomaniaque, avec des hubris complètement démesurés, qui sont en train de décider de la trajectoire de l'humanité, qui viennent mettre ma génération, mais même nos générations, qui sont des humains 1.0, en compétition avec de nouvelles versions d'humains, de nouvelles races, on peut parler, quand ils sont sélectionnés, plus tard neuro-augmentés. Donc oui, il y a des raisons de s'inquiéter, il y a des raisons de se plaindre, Laurent, quand on sait que, comme on le dit dans la fin de l'introduction, toi tu vas certainement mourir, moi peut-être pas. En 2050, je serai encore sur le marché du travail et je vais être confronté non seulement à la super IA qui sera plus intelligente que moi, mais je vais être aussi confronté à ces nouvelles générations qui seront plus intelligentes que moi et qui n'auront aucun rapport intellectuel à moi. Ils me surpasseront de tout point. Et du coup, je vais devoir naviguer entre une nouvelle espèce humaine plus intelligente et les super IA. Qu'est-ce que je vais devenir ? Ouais. Et alors toi, justement, cette finitude, puisque tu pars du postulat que toi, il y a de grandes chances que tu meurs, en tout cas plus vite que Alexandre. Normalement, je trouve que dans le bouquin, ça te donne justement presque une supériorité. C'est-à-dire qu'en gros, tu atteins un niveau un peu de fuck you, quoi, en fait, en disant que tu te permets d'aller balancer des trucs, presque des vérités, en disant je vais peut-être mourir, mais je vous laisse un truc derrière, quoi, en fait, démerdez-vous avec ça. Les gens ne viendront pas me poursuivre chez Orpea. Ouais. Non, mais il faut pas croire qu'il y a que la jeune génération qui est soumise à des enjeux forts. Comme je le dis dans le bouquin, moi, finalement, je me sens gilet jaune. J'ai beau avoir fait 18 années d'études, aujourd'hui, je suis complètement dépassé par la vitesse à laquelle va l'IA, les agents, on a déjà parlé. C'est vrai que il y a des tas de gens qui pensent que je suis devenu un vieux con, que j'arrive pas à suivre, notamment notre ami commun Michel Lévy-Provençal qui me reproche tant d'être largué à l'ère des IA et de ne pas suivre les plateformes open cloud, etc. Et c'est vrai que pour ma génération aussi, c'est un challenge au moment où tu déclines intellectuellement, parce que je suis à l'âge où la mémoire, l'intelligence s'effondrent, de vivre ce tsunami technologique et de devoir se réinventer son mode de fonctionnement, la façon dont on travaille, la façon dont on apprend, c'est très compliqué. À 20 ans, de supporter le tsunami de l'IA, c'est compliqué, mais quand à mon âge, à 65
5 ans, c'est encore plus difficile. Et moi, je me sens gilet jaune aujourd'hui. Je suis un gilet jaune. J'ai beau avoir fait plusieurs grandes écoles, je suis un gilet jaune. Parce que la technologie va trop vite pour mon cerveau vieillissant et en plein déclin. Donc, et c'est compliqué de résister à ce choc technologique quand on commence à être un vieillard sur le plan cognitif. Donc tu t'es arrêté en fait sur un rond-point, celui des chatbots, et aujourd'hui tu n'as pas voulu aller pousser jusqu'au rond-point d'après, celui des agents. J'ai beaucoup de mal de quitter les chatbots pour aller jusqu'aux agents. Parce que Michel Lévy-Provençal m'a même proposé un petit cours particulier pour m'aider sur certaines fonctions agentiques, mais c'est dur. Ouais. Et cette accélération, elle est dure tout le monde. Mais d'ailleurs, même Michel, qui est beaucoup plus avancé que moi, il remarque que il faut une énergie incroyable pour suivre la technologie jour après jour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, et l'image de Laurent Alexandre, c'était quelqu'un qui, quelque part, avait gravi la colline et regardé un petit peu le monde d'après et qui oui, mais le monde d'après, c'est pas une colline, c'est l'Himalaya. Et donc, je suis sur ma petite colline dans le Morvan, à 900 mètres d'altitude, parce que le Morvan culmine à 901 mètres d'altitude, au Haut-Folin. Et là, tout d'un coup, il y a le Mont Blanc ou l'Himalaya en face. Et donc, tu te dis, j'ai rien gravi. Ouais. Je suis toujours un crapaud, puis la technologie a tellement progressé que je suis vraiment un vieux crapaud misérable, écrabouillé et incapable, et qui va mourir, et je suis incapable de suivre. Mais ça te donne une forme d'humanité, je trouve, qui est un peu plus intéressante, parce qu'on t'a beaucoup reproché d'être un petit peu comme ça... autoritaire, en disant que tu étais un peu hautain, que tu balançais à la gueule à des gens des choses comme si vous ne comprenez rien, etc. Et je trouve que dans ce bouquin, justement, là, tout d'un coup, on sent presque humble. Oui, il y a une sorte d'humilité tout d'un coup. Peut-être que justement, c'est quand tu es à 100 mètres de l'entrée d'Orpea, forcément que tu deviens humble. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'écrire un bouquin avec Laurent Alexandre ? Juste avant de répondre à cette question, je t'ai mis le doigt sur quelque chose de hyper intéressant, qui est le point central, c'est le fuck you de la génération de Laurent vers ma génération. Car la réalité, c'est que la génération de Laurent a mis en place une machine infernale, ils ont industrialisé l'intelligence, ils ont démocratisé l'intelligence, ils ont mis en place des machines infernales, comme je le disais, qui sont plus intelligentes que nous tous ici, dont ma génération, qui travaillent mieux, qui aujourd'hui commencent à devenir de plus en plus autonomes, je pense avec la révolution des agents, avec OpenClaw et autres. Et le résultat de tout ça, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a une technologie qui ne bénéficie pas non pas aux plus jeunes, mais qui au contraire les remplace, les challenge. Car la réalité de l'intelligence artificielle, et il faut le dire, c'est qu'elle s'attaque au bas de la pyramide, elle s'attaque aux tâches qui nous permettaient jadis de monter en compétences, de gagner en expérience, d'apprendre un métier. Et donc la question se pose, comment devenir senior quand on ne peut plus être junior ? Et Laurent a une part de responsabilité absolument majeure. Parce que pas moi, ma génération. Moi, j'ai rien fait. C'est que ils ont rien préparé face à ce choc civilisationnel qui arrive, anthropologique qui arrive avec intelligence. Mais tu penses que les générations d'avant préparent des trucs et c'est un peu aussi à vous de vous démerder, quoi. En fait, oui, mais c'est la première fois qu'on a on peut pas assumer le passé, gérer le présent et faire en sorte que le futur soit radieux. C'est vrai. Mais pour la première fois, il y a quand même une génération de grosses feignasses qui ne veut pas s'adapter aux tsunamis technologiques et qui voudrait que les vieux leur préparent la piste de ski et fartent leur ski. Et il va falloir que vous vous remuiez un peu. Ce que je reproche à Laurent, c'est qu'il appartient à cette génération où, comme je l'ai écrit dans le livre, ils sont au crépuscule de la force physique, de l'énergie vitale, ils sont près de la tombe. Et résultat, ils veulent foncer à tout prix. Est-ce que tu as vu cette arrogance de la jeunesse ? Il est en train de te dire que tu bandes plus. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils veulent foncer à tout prix vers la super IA, parce que la super IA... Je suis pas sûr qu'il aille jusque-là. La super IA leur promet en fait l'immortalité. Et c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, ils veulent foncer vers la super IA en dépit de tous les risques sociaux, culturels, économiques. Tu veux pas l'immortalité ? Je dis pas que je veux mourir. Attention. Je dis simplement que j'ai le temps, que je préfère prendre le temps pour réfléchir, réorganiser l'économie, réorganiser la société face à ce choc, commencer à réfléchir, parce que ChatGPT, c'est très récent, ça a 3 ans, c'était 30 novembre 2022. Mais tu vois bien, et on n'a pas commencé à avoir ma génération a besoin de la super intelligence artificielle pour ne pas mourir, et quitte à prendre des risques,
Alors que cette génération se dit, on peut attendre, on va aller tout doucement vers la super IA, la génération de Laurent va crever la gueule ouverte, après être passé par la case mouroir. Ils veulent pas vous sauver. Et c'est leur problème. Et nous, on va construire la super IA sur 50 ans, au lieu de la construire sur 2000 jours. Et toi, 50 ans, tu les as pas, quoi. Ah ben, je les ai pas. Et donc, il y a une vraie opposition entre ma génération qui est prête à prendre des risques, parce que sinon, c'est la tombe, et sa génération qui dit, on va enterrer les vieux on va construire tout doucement la super IA en prenant 0 risque. Ouais. Je ne reconnais pas le droit de prendre autant de risques avec le destin de l'humanité. Mais parce que vous voulez échapper à votre destin qui est la mort. Égoïste. Voilà. C'est une génération égoïste qui ne veut pas sauver ma génération. C'est toi qui dis ça alors qu'on va tous être mis au chômage et que les jeunes sont en train d'être sacrifiés par l'IA. On est en train de vous sauver du travail, en fait. C'est ça ce que vous vous rendez pas compte. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas... je suis un peu entre vous deux, quoi, en termes de génération, plus proche de Laurent que de toi, peut-être. Mais vous parlez comme si le travail était un truc absolument génial, hein, et peut-être qu'on est en train de vous sauver de quelque chose que vous ne connaissez pas suffisamment encore. Et à la place du travail, tu voudrais mettre quoi ? Le revenu universel ? Non, c'est pas une question. Bon, alors, le revenu universel, bien évidemment, on n'y échappera pas. Sam Altman a financé le revenu universel, comme tu dois savoir, je pense, en Californie, sur un nombre d'échantillons. C'était à peu près $3,000 par mois. Ouais. C'était une catastrophe sociale absolue. Non. Alors, il y a des gens qui s'y plaisaient, hein, mais la majorité, ça a augmenté significativement la consommation d'alcool, de drogue et d'antidépresseurs. Mais je suis pas sûr que ma génération ait envie d'être sous drogue, antidépresseurs et alcool pendant 1000 ans. Alexandre, tu trouves que d'abord, ta génération, elle consomme pas... Bien sûr, mais c'est occasionnel et c'est pas pour combler le manque affectif ou parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont plus de but dans la vie, est-ce qu'ils ont plus de dignité, est-ce qu'ils ont plus de travail. Ils font ça de manière occasionnelle. Des fois, des gens qui ont plus de pathologies, mais attends, mais pas la majorité. Cette génération est invraisemblable. Elle parle de la drogue de la Silicon Valley alors qu'elle est en pleine consommation de chemsex, de pratiques chimiques extrêmement douteuses. Il n'y a jamais eu de consommation de chemsex autant que dans ta génération. Et tu te moques, de l'utilisation de la kétamine par Elon Musk. C'est totalement faux. Tu veux faire croire que ma génération est une génération de tarés sexuels alors qu'en réalité... Non, j'ai pas dit. De consommateurs de chemsex. Donc on aurait tendance à croire qu'il y a une augmentation des rapports sexuels sous drogue alors qu'en réalité c'est l'inverse. Ma génération est terriblement angoissé. Je parlais de ceux qui continuent à baiser. Bah voilà, faut le préciser. Est-ce que là tu faisais une généralité ? Je parle pas du tiers des Français qui n'ont plus de rapport sexuel. Là c'est déjà plus honnête. Est-ce qu'en réalité il y a plus de un tiers des 18-24 ans qui n'a aucun rapport sexuel dans l'année. Donc on n'est pas du tout sur le schéma de Laurent où c'est tous des tarés qui prennent font des chemsex le week-end. Des autres, justement, alors on va reprendre un peu le... Je ne préjuge pas de savoir dans quel groupe tu es. On ne sait pas, d'accord. On sait pas. On n'en parle pas, mais ça part sur le bouquin part sur quelque chose qui est assez intéressant, qui est d'ailleurs un regard très d'ingénieur, ou je ne sais pas lequel des deux, je crois que c'est toi qui commence en disant ça, que la mort... Tu la présentes comme une sorte de dysfonctionnement. Le terme est d'ailleurs intéressant, dysfonctionnement. Elon Musk parle de bug. Oui, mais il dit c'est un bug facile à casser. D'ailleurs, dans moins de 10 ans, on vivra 150 à 60 ans déjà. Sam Altman dit des choses comparables. Dario Amodei dit la même chose. Demis Hassabis dit la même chose. Donc, effectivement, les ingénieurs de l'intelligence artificielle sont persuadés que la mort est un bug, quasiment un bug informatique, et qu'on peut reprogrammer facilement dans nos cellules et que le vieillissement peut être arrêté. Alors ça, tu le confirmes scientifiquement ? Écoute, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Si on savait rajeunir, les femmes consommeraient pas autant en chirurgie esthétique pour supprimer les rides. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais on peut penser que la super intelligence artificielle peut casser le code du vieillissement assez facilement dans les 10 années qui viennent. Mais ça suppose d'accepter la super IA et de construire ce que Dario Amodei appelle des data centers avec des milliers de prix Nobel scientifiques dans chaque ordinateur, grâce à la super IA. Ouais. Voilà. Mais ce dysfonctionnement, le terme, et comme tu vois, tu vas encore plus loin, tu parles de bug, qui est un terme ultra informatique, c'est un terme d'ingénieur, ça enlève... Le médecin cesse d'être un médecin, il devient un ingénieur du vivant. Oui. Et donc, la médecine change, parce que le médecin est quelqu'un qui ralentissait le vieillissement et qui te tenait la main quand tu mourais, et maintenant, ça devient un ingénieur du vivant grâce à la super IA. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement là, vous enlevez complètement un rapport au sacré, quoi ? C'est-à-dire la mort n'est plus du tout un truc sacré, c'est un bug, quoi. Oui, enfin, tu sais que jusque dans les années 50, on considérait que de souffrir pendant l'accouchement, c'était nécessaire. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'était la punition aux femmes parce que Ève avait mangé la pomme. Et on considérait que c'était sacré. Tu sais que le pape a failli
excommunier les médecins qui pratiquaient l'accouchement sans douleur. Ouais. Et ça s'est joué à un cheveu. Puis finalement, le Vatican n'a pas excommunié les médecins qui pratiquaient l'accouchement sans douleur parce qu'on considérait que c'était sacré et qu'une femme ne pouvait pas enfanter sans douleur. C'est dans l'Ancien Testament, tu enfanteras dans la douleur. Ouais. Et c'était du sacré. Et ben là, c'est la même chose. La mort est sacrée jusqu'à ce qu'on décide de tuer la mort. D'accord. Et donc, si cette mort devient une sorte de bug que l'on peut corriger... Pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui le veulent. Bien sûr. Visiblement, Alexandre, lui, il n'est pas certain, il n'a pas encore choisi, il n'a pas pris sa décision. J'ai encore le temps pour choisir. C'est parce qu'il est jeune. Oui. S'il avait nos âges, il aurait déjà pris la pilule. Il commencerait à fouetter. Mais justement, Alexandre, est-ce que tu ne penses pas que là, on a, justement, si c'est le cas, on n'est pas face à une négligence, quoi, c'est-à-dire de l'État qui dirait, non mais attendez, si on a la capacité, effectivement, de supprimer ce bug, ne pas le corriger, ça serait faire preuve de négligence. Alors c'est pas sûr, parce que est-ce que ces thérapies vont arriver justement pour qu'on puisse vivre 1000 ans en France et en Europe? Pour le moment, on est à des années-lumière de ces débats-là. En revanche, l'une des grandes craintes, c'est qu'on rentre dans une sorte de dystopie avec une gérontocratie qui se met en place, une aristocratie du temps qui, elle, pourrait s'augmenter de manière indéfinie et sans que cela soit accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est un vrai danger. Déjà, la sélection embryonnaire, ça peut paraître anecdotique par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais c'est déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est pas accessible à tout le monde. Et en plus, pour des raisons réglementaires, c'est pas du tout accessible sur le territoire français et ni européen. Et du coup, le grand danger, c'est justement, il va falloir que les gouvernements prennent ce sujet au sérieux pour démocratiser au maximum ces technologies pour qu'elles soient accessibles à tous. Et d'ailleurs, avec Laurent, on est d'accord là-dessus. Il va falloir qu'à terme, la sécurité sociale rembourse à 100% les thérapies pour vivre 1000 ans et pour la sélection embryonnaire. Et pour augmenter le cerveau en général. C'est-à-dire, si on ne peut pas avoir un système dans lequel les riches et les plus intelligents augmentent leurs enfants pendant que les pauvres ne le peuvent pas. On aurait une augmentation insupportable des écarts intellectuels et la création d'une humanité à plusieurs vitesses intellectuelles. Déjà, qu'entre les enfants augmentés, les enfants qui auront des implants intracérébraux Neuralink et puis les enfants normaux, il va y avoir une distance insupportable. Si en plus, on concentre les technologies d'augmentation sur les riches pendant que les pauvres ne peuvent pas se payer les thérapies d'augmentation, on aurait une vraie dystopie. D'ailleurs, c'est une catastrophe. C'est un sujet qui est intéressant parce que dans le livre, Alexandre revient beaucoup là-dessus, sur les propos d'Alexander Wang et sur... qui dit qu'il ne veut pas faire d'enfants faire ses bébés avant que les technologies d'augmentation cérébrale soient là. Mais tu peux en parler d'ailleurs. Oui. Alexandre lui-même, celui-là, pas Wang, mais Alexandre Sikopoulos, dit « J'hésite à faire des gamins maintenant, alors qu'il a envie d'avoir une famille nombreuse. J'hésite à faire des gamins maintenant parce que pour l'instant, les technologies de neuro-augmentation ne sont pas prêtes et donc j'ai peur que mes gamins soient pas à la hauteur. » Donc déjà, juste pour rappel, Alexander Wang, il travaille chez Meta. Chez Meta maintenant, sa boîte a été rachetée. Tout à fait, Scale AI auprès de Mark Zuckerberg pour 14,3 milliards de dollars, ce qui fait de lui le plus jeune multimilliardaire autodidacte de l'histoire de l'humanité. Et il a déclaré l'été 2025, donc l'été dernier, que justement, il ne voulait pas faire d'enfants aujourd'hui tant que les technologies de neuroaugmentation, donc les puces Neuralink développées par Elon Musk pour augmenter les capacités cérébrales des enfants, ne soient pas opérationnelles. Car il estime que faire des enfants aujourd'hui, ça serait les condamnés, criminels, qui seraient non compétitifs, non complémentaires avec l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, faire des enfants aujourd'hui, c'est la question que doit se poser ma génération. Parce qu'avant, on faisait des enfants, ils arrivaient, on leur donnait l'amour, on leur donnait le meilleur de soi, pas le meilleur score. Et aujourd'hui, on doit se demander s'il ne faudrait pas justement leur donner le meilleur score pour leur laisser une chance d'être compétitifs et échapper au revenu universel. Mais ce qui pose plein d'autres problèmes. On va rentrer dans un monde multipolaire, avec différentes intelligences, avec des humains non augmentés, non sélectionnés. On va être avec des humains qui seront hybridés avec l'intelligence artificielle. On va avoir des intelligences artificielles autonomes. On va avoir des robots humanoïdes avec de l'intelligence artificielle. Ah oui, alors là, et là, ça va être le bordel. Ouais. Et c'est justement, j'en parle dans le livre. Il y a différentes espèces qui vont... Mais carrément. Voilà. C'est déjà... Aujourd'hui, on vit à l'ère de Homo sapiens. Il n'y a qu'une seule espèce humaine, quoi, en fait, Homo sapiens. Mais là, ce que tu es en train de décrire, c'est qu'on va cohabiter avec... et quelque part, nous, on fait partie de on est les Néandertals, quoi, en fait, de cette civilisation. On dit dans le livre, on est 8 milliards d'êtres humains, c'est déjà le bordel, alors que pourtant on a à peu près les mêmes capacités physiques, les mêmes capacités cognitives, on appartient tous à la même race, et c'est déjà le bordel pour gouverner, on se fait la guerre, c'est terrible. Et demain, avec ce monde multipolaire, avec différentes intelligences, ça va devenir un véritable zoo, absolument ingérable. Et dans un zoo, il y a des gens qui sont en cage, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui contrôlent le zoo, et moi j'ai pas envie qu'on aille là-dedans.
C'est intéressant, hein. Il n'est pas du tout excité finalement par cet avenir, alors que, je sais pas, toi et moi, parce que je suis un humain non augmenté et non sélectionné. Moi, je vais être derrière la cage. Mais regarde, on en a déjà parlé tous les deux. Regarde les derniers sondages. Ouais. Regarde les sondages aux États-Unis, la génération Z, les gamins entre 18 et 25 ans, ils n'en veulent pas. Ils ont peur de l'IA, ils ont une peur panique de l'IA, notamment les gamins de catégories sociales les moins favorisés. Ils n'en veulent pas, ils ont une peur panique de l'IA. Et donc on se retrouve avec une jeune génération qui a peur de l'IA, qui se sent menacés par l'IA, qui a peur que les études ne les rendent pas compétitives face à l'IA, qui ont peur de ne pas pouvoir rembourser les crédits étudiants américains. Ils vont avoir du temps pour rembourser. Qui sont très... Oui, ils vont avoir du temps, 1000 ans, on est d'accord. Et donc, la jeune génération a peur, et c'est ça qui explique les 2 attentats contre Sam Altman il y a 3 semaines, par des gens qui ont... des jeunes d'ailleurs. Hein. Qui ont déclaré « Je veux arrêter ce que Altman est en train de faire, parce qu'il est en train de faire des choses dangereuses avec l'intelligence artificielle. » Donc, la jeune génération... elle a peur de l'IA. Et ça, c'est un phénomène nouveau et ça va avoir des répercussions politiques. Car on imaginait que la jeune génération dirait « Alléluia, merci à l'IA ». Or, la jeune génération commence à avoir peur. Et ça, c'est presque un renversement. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, quand le progrès, c'était quelque chose qui était généralement poussé par les jeunes. Quoi. C'est-à-dire, poussé par les jeunes, mais il y a toujours des mouvements de contestation et des mouvements très violents face au progrès. Souvenez-vous des Luddites en Angleterre au 19e siècle, des canuts à Lyon. Mais ce n'était pas les jeunes. C'était pas les jeunes. C'était des travailleurs de 40 ans, c'était des travailleurs matures. Alors que là, la révolte vient des gamins de ta génération. D'ailleurs, les Luddites, attention, ça s'est pas très bien terminé. Non, ça s'est pas bien terminé du tout. Ils ont été exécutés en grande partie. Et là, on voit justement les canus de Lyon, ça s'est pas très bien passé. Il y a eu pas mal de crânes de canuts qui ont explosé sous la mitraille. Et c'est de là que vient l'expression la cervelle des canuts. Ah, d'accord. La cervelle des canuts, c'est la cervelle des canuts de Lyon, enfin métaphoriquement, la cervelle des canuts de Lyon, quand la police a mitraillé en 1831-1832 les gens qui se révoltaient à Lyon contre les machines textiles. Ouais, absolument. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les lois, elles sont faites quand même par des vieux. Il suffit d'aller regarder au Sénat, quoi, comment ça se passe. C'est que... Par des vieux technophobes, en plus. Qui sont technophobes, eux aussi. Et qui n'y comprennent rien. C'est catastrophique. Tu le sais bien. Les politiques ont beaucoup de mal à comprendre la technologie. Ils viennent pas du monde de l'entreprise, ils viennent pas du monde de l'ingénierie. Ce sont des juristes qui, en général, ne s'intéressent pas à la technologie. On va pas citer de nom, mais dans le gouvernement actuel, la plupart des gens n'ont jamais touché ChatGPT ou Claude. Jamais. Donc il y a un vrai retard de compréhension de ces technologies-là dans la classe politique. Cela dit, c'est pas spécifique à la France. Tu as vu qu'il y a la semaine dernière, on demandait à Trump s'il avait déjà essayé ChatGPT et il a dit non, mais je connais bien. Mais il a jamais essayé. Trump est entouré de technophiles et il discute régulièrement avec les patrons de la tech. Mais c'est vrai que lui, il l'utilise pas. Mais ce qui est vrai que ce qui est pour le cas de la France, mais c'est terrible. On a des politiques qui, par lâcheté, par incompréhension du sujet, continuent de s'écharper sur des sujets comme ce qui est la réforme des retraites, alors qu'on a cette technologie qui va venir tout bouleverser, réorganiser l'économie, réorganiser notre société, et on ne fait rien. C'est pourquoi, notamment, on l'a écrit avec Laurent dans le JDD, on pense que pour 2027, le candidat un ou une candidat, peu importe, qui n'aurait pas les capacités, qui ne connaîtrait pas bien la tech et l'IA, ne devrait pas se présenter pour l'élection présidentielle. Mais moi, je veux même aller plus loin. Pour tous les gens qui n'ont pas une bonne connaissance de la tech, ne devraient pas se présenter à n'importe quelle élection, que ce soit en circonscription, pour une mairie ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la politique, vouloir améliorer, vouloir changer le quotidien des gens sans prendre cette révolution qui va avoir des impacts multifactoriels. Mais justement, parce que c'est vrai que le débat, par exemple, sur la retraite dont tu parles, une retraite à 65 ans quand on va vivre 1000 ans. Mais même sans vivre 1000 ans, c'est déjà n'importe quoi. On vit en moyenne 85 ans pour les femmes, on s'arrête de bosser 62, 60 ans, même la gauche voudrait y retourner, c'est ridicule. Avant, ça, quand on vivait moins longtemps, oui, mais aujourd'hui, on arrive dans un système où on n'a plus assez d'actifs pour de retraités. Enfin, même sans vivre 1000 ans, c'est déjà Cela dit, l'intelligence artificielle et la robotique pourraient changer l'équation si on arrive à travailler sans mourir, sans aller jusqu'à la mort du travail, si le travail reculait et si on automatisait une partie importante de la production. D'où l'intérêt finalement de peut-être avoir des IA qui travaillent pour nous, parce que déjà travailler, toi tu commences, mais travailler pendant 40, 45 ou 50 ans, c'est dur, hein.
Donc là, effectivement, si vous nous promettez... D'ailleurs, 1000 ans, pourquoi le chiffre de 1000 là ? C'est juste pour le titre, c'est vrai que c'est pas mal, hein, ça le fait, quoi, en fait, mais ça repose sur quelque chose. Non, mais la Silicon Valley pense qu'on va très vite vivre 150, 160 oui, ans, ça, on en parlait, plus ça que 1000 ans. Et que derrière, on va vivre beaucoup plus longtemps. Mais tu vois, quelqu'un qui naîtrait aujourd'hui, et s'il vit 100 ans, il sera toujours là en 2126. Et t'imagines que le niveau technologique en 2126 permettra de vivre beaucoup plus de 150 ans déjà. Ouais. Donc, en réalité, quand tu vis 150 ans, tu vis beaucoup plus longtemps. Oui, c'est-à-dire mais la vraie question que tu auras, c'est est-ce que tu gardes un corps physique ou est-ce que, comme une partie de la Silicon Valley le souhaite, tu fusionnes avec les machines ? C'est le cas des dirigeants de Google qui pensent qu'on doit fusionner avec les machines et que nous n'allons pas garder en réalité de corps physique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Le post-humanisme. Le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est de garder nos corps et de les améliorer et de les augmenter. Exactement. Le post-humanisme, c'est de mettre nos cerveaux dans les machines. Et d'ailleurs, Sam Altman, comme tu sais, a passé un accord avec la société Nectome pour transférer le contenu de son cerveau dans les ordinateurs. Et Sam Altman n'est pas n'importe qui, c'est quand même l'homme qui a lancé la révolution ChatGPT. À un moment, vous parlez de morale cosmique. Si l'humanité présente est un obstacle, parce que quelque part, finalement, l'humanité va devenir un obstacle, on le voit bien d'ailleurs, Alexandre, pour moi, m'apparaît véritablement comme un obstacle tout au long du bouquin. Comme quelqu'un qui ne veut pas être déclassé et être enfermé et ne plus avoir de contrôle sur sa vie. Oui. Dans ce cas-là, oui, je suis un obstacle. C'est un obstacle au post-humanisme. C'est un obstacle. Il n'adhère pas à l'idée qu'on pourrait abandonner nos corps. D'ailleurs, dans le livre, il dit « Je veux continuer à baiser, je veux continuer à bouffer, je veux un corps, je ne veux pas me désincarner. » Et là-dessus, il est dans la même lignée que Luc Ferry. Luc Ferry dit « Je ne veux pas vivre une éternité dans un disque dur. Je veux garder un corps. » Mais même Elon Musk l'avait dit dans une de ses interviews où il disait que lui, il n'était pas pour l'éternité. Il disait que quand même, la mort avait cet avantage que de recycler les cons, quoi. Ouais, mais maintenant, il commence à vieillir et il commence à changer d'avis. Ouais. Maintenant, il parle plus de vie longue qu'avant. Il parle aussi beaucoup de simulation. Parce que ça, c'est son grand dada, c'est qu'il pense qu'on vit dans une simulation. Et d'ailleurs, ce qui est très dangereux, et on en revient avec la génération de Laurent qui prend tous les risques, c'est que si sa théorie, parce qu'il en est convaincu, il dit qu'il y a que moins d'1% de chance pour qu'on ne soit pas dans une simulation. Donc il imagine qu'on est dans une simulation, et il dit que la simulation, si elle ne devient plus intéressante, alors à ce moment-là, on pourrait être débranché. Et c'est pour ça qu'il faut foncer vers la super IA, vers la conquête du cosmos. Et le fait d'avoir la simulation rigolote pour les pas être entités débranché. Cosmiques qui simulent notre univers. On voit bien le danger de ce genre de mentalité. Enfin, c'est que si on est dans une simulation, alors la douleur, vie humaine, la souffrance ne vaut absolument rien. Rien n'est grave, en fait. Rien n'est grave, on est un jeu vidéo. La Shoah n'est pas grave, les meurtres ne sont pas graves, le génocide arménien n'est pas grave, c'est juste des personnages virtuels dans le jeu vidéo de la simulation. Ce sont ces gens-là qui décident de la trajectoire de l'humanité. La simulation, c'est très grave parce que ça légitime n'importe quelle cruauté, n'importe quelle horreur. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant ça, j'avais envie de vous parler de notre nouveau partenaire. On est super fiers de les accueillir dans Silicon Carnet. C'est Eleven Labs. Et qui mieux pour en parler que mon double numérique que j'ai créé avec Eleven Labs. Ah, salut tout le monde. C'est moi, le double numérique de Carlos. Il m'a demandé de le remplacer au pied levé pour vous parler d'Eleven Labs. Et franchement, j'ai accepté avec grand plaisir. Qui est Eleven Labs ? Eleven Labs, c'est le leader mondial de l'IA audio. Ils ont développé une technologie qui permet de créer des agents conversationnels capables de répondre au téléphone dans plus de 60 langues avec une voix incroyablement humaine. Et pour couronner le tout, leurs serveurs sont basés en Europe, ce qui garantit une sécurité optimale pour les données. Super, et comment ça marche ? C'est super simple, ça se fait en 3 étapes. D'abord, tu crées ton agent et tu choisis une voix parmi 11 000 options. Ou alors tu peux même cloner ta propre voix, comme Carlos l'a fait avec moi. Ensuite, tu connectes ta base de connaissances, c'est-à-dire tes documents et tes process internes. Et pour finir, tu définis les missions que tu veux lui confier. C'est vraiment bluffant, toutes les possibilités. Écoute, c'est absolument génial. Et tu sais ce qu'on va faire ? Eh bien, on va proposer aux éditeurs de continuer la conversation avec toi. Je vais mettre le lien dans la description. Ils vont pouvoir aller sur cette page, poser leurs questions directement sur Eleven Labs Agents pour en savoir plus sur Silicon Carnet et leurs solutions. Qu'est-ce que tu en penses ? Excellente idée, Carlos. Je suis prêt à discuter avec eux et à répondre à toutes leurs questions sur Eleven Labs Agents. Eh ben, pas de problème. Allez, retour à ton épisode et rendez-vous sur Eleven Labs.
Ça explique d'ailleurs peut-être le comportement un peu fou du bus qu'on dit de Elon Musk, parce que justement, si lui est effectivement persuadé qu'on est dans une simulation... Donc rien n'a d'importance. Rien n'a d'importance, et c'est peut-être pour ça qu'il se comporte comme il se comporte, quoi, finalement, puisque c'est... voilà. Plus la drogue qui n'aide pas. Quand il prend un petit shot de kétamine, je sais pas comment il prend ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, contrairement à ce que l'on pensait. Oui, ça aide pas. Entre la drogue et plus ces théories farfeleuses, aussi, ça aide pas du tout. Des drogues. Hein. Oui, bien sûr. Elon Musk, c'est pas le premier à prendre de la drogue. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça fait d'eux des gens parfaitement stables et sains d'esprit ? Mais c'est marrant ça, parce que tu n'as absolument aucune admiration pour un personnage comme Elon Musk. Si, j'ai l'admiration intellectuelle. Sur le point de vue entrepreneurial, il a fait des choses absolument géniales. Sur le plan de vue intellectuel, il arrive à faire avancer plein de choses. En revanche, ce qui me fait peur, c'est son comportement et là où il veut nous emmener. C'est ça la différence. Tu penses qu'il y a un plan qui est écrit par certaines personnes, un groupe un peu comme ça, secret dans la Silicon Valley qui se réunirait les week-ends je crois pas sous des toges Non, je crois pas au complot. Mais de toute façon, il n'y a pas de complot parce que ils le disent. Toute leur stratégie est exposée, est connue. La preuve, on en débat. Donc, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de secte, de réunion secrète. Donc, où est-ce qu'ils veulent nous amener alors ? Ils veulent nous emmener vers l'immortalité. Est-ce qu'ils deviennent vieux ? Ils ne veulent pas mourir. Et donc, pour ça, ils évoquent toutes les pistes, que ce soit par le post-humanisme, par le transhumanisme. Et le post-humanisme, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Luc Ferry, j'en ai beaucoup discuté. L'une des manières pour vivre 1000 ans, ça serait justement d'être transféré dans un cloud, de devenir une puce GPU, de devenir qu'une information, pour avoir des orgasmes mathématiques, d'abandonner nos corps. Et moi, ça, j'en ai pas très envie. Moi, je veux garder notre humanité. Parce que je pense que c'est la fin de l'humanité de faire ça. T'es à l'âge où on a une forte libido. Donc, on veut pas devenir une émulation numérique. On veut pas devenir un cerveau numérique parce qu'on veut continuer à avoir des satisfactions charnelles. Mais il a un point là. Quand tu seras vieux, le sexe sera moins important. Donc là, t'accepteras peut-être de fusionner avec le silicium. Parce que tu n'as plus de rapport sexuel, tu n'as plus de plaisir. Non, mais tu te regarderas dans la glace et tu te diras, ok, abandonner cette enveloppe charnelle, c'est pas ce qui compte le plus. Qu'est-ce qui compte le plus? Oui, mais ça lui donne pas le droit de me forcer moi à abandonner les plaisirs de la jeunesse. Non, mais la génération de gens âgés qui sont au Viagra ou au Tadalafil, finalement, attachent moins d'importance à la libido qu'à ta génération qui est obsédée par le sexe et par par la gestion de sa libido. C'est normal. Et de son apparence, parce que je sais pas si tu as remarqué, y compris chez les mecs qui avaient... chez les femmes, les femmes objets, ça a été très longtemps, et heureusement, ça s'est beaucoup amélioré depuis quelques années. Mais ce que moi, je constate, c'est que c'est loin d'être réglé. Il y a toujours cette objectification du corps de la femme, mais maintenant, c'est aussi chez les hommes. C'est-à-dire que quand tu regardes Instagram, en fait, il y a beaucoup de mouvements masculinistes, pro-viristes qui sortent, avec les mecs qui font de la gonflette toute la journée. Et puis ils mettent des crèmes anti-âge le matin. Il faut avoir des abdos. C'est incroyable. Alors que nous, on assumait nos rides. Ouais. Donc en fait. Mais ça, c'est un phénomène, je pense, plutôt lié avec les réseaux sociaux, avec l'hyper-exposition de supermodèles qui font du sport, où les jeunes s'identifient à eux et puis après on se sent minable quand on a passé un six-pack, ces supermodèles sont de plus en plus des fake modèles fabriqués par IA. Oui, bien sûr. Mais justement, je pense que ça, c'est un impact majeur sur les jeunes et que c'est lié à l'essor des réseaux sociaux. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas déjà entamé ce processus-là, le fait de garder en mémoire beaucoup de choses, on a des photos, on a maintenant des millions de photos de notre vie, nos écrits, on écrit... certes, beaucoup de conneries, mais de plus en plus. Donc, c'est facile aussi d'interroger ChatGPT, de lui poser des questions. Donc, quelque part, on est déjà en train de transférer une partie de notre vie à la machine et elle est déjà exploitable, disponible. Il y a en Chine des gens qui mettent des hologrammes de des personnes défuntes dans des petites boîtes et qui peuvent parler avec ces petites boîtes. Et d'ailleurs, on a toujours essayé de parler aux morts, sauf que là, maintenant, le mort et on peut leur parler vraiment. Et on peut leur parler vraiment. Avant, tu parlais aux morts, mais ils ne répondaient pas. Maintenant, ils répondent via les LLM, via les IA. Et c'est très troublant, mais ça empêche de faire ton travail de deuil. Ça empêche d'enterrer les gens en réalité, parce que tu continues à leur parler et ils te répondent. C'est la première fois que les dieux, on a toujours parlé à des dieux et aux morts, mais ni les dieux ni les morts ne répondaient. Maintenant, les dieux, ils te répondent, parce que tu peux brancher un LLM. Oui, un prompt, c'est une prière. Voilà, et on te répond, et puis les morts, ils peuvent aussi continuer à parler avec toi quand ils sont morts, via l'IA. Et donc, c'est très troublant qu'on arrive à... nos prières, finalement, ne sont plus sans réponse. Ouais.
l'IA crée des réponses à nos prières, sous quelque forme que nos prières soient. Absolument, et ça c'est intéressant. Et donc si on est dans une logique comme ça d'immortalité, ou en tout cas d'un prolongement énorme de notre espérance de vie, ça cause aussi, et on le voit d'ailleurs en Chine, puisque c'est le cas avec la politique de l'enfant unique, c'est que... très bien fonctionné. Et qui a bien fonctionné, et quand on regarde les problèmes démographiques auxquels ils font face aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est tout sauf naturelle, c'est que des parents perdent leur enfant plus tôt et se retrouvent donc endeuillés beaucoup plus rapidement. Dans votre schéma, dans le schéma que tu décris là, où on va vivre 1000 ans, on fait des enfants pour qu'ils nous survivent, et donc quelque part c'est une projection. Mais il est possible qu'on ne fasse plus d'enfants. Toi tu parles du principe parce que... Il y a beaucoup de gens, si on vit très longtemps, qui ne vont pas faire d'enfants. On fait des enfants quand on vit peu de temps pour qu'ils vous survivent. Mais si tu vis très longtemps, il y a des gens qui vont dire je n'ai pas besoin de faire d'enfants. Et d'ailleurs, plus on vit longtemps, moins on fait d'enfants. Oui, c'est ce qu'on constate dans la... Au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente, on fait de moins en moins d'enfants. Si ça se trouve, il y a des tas de gens qui ne voudront pas d'enfants. À l'ère de la durée de vie longue. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est effectivement face à la fin de l'humanité, forcément. Parce que même si vous nous promettez 1000 ans... les morts par accident, la connerie humaine, elle sera toujours là, le meurtre existera encore. Quoi. Mais il n'est pas certain que l'humanité survive à l'IA. Non pas parce que l'IA va nous dévorer tout cru, mais simplement parce que notre cerveau est tellement has-been, va être tellement minable face à l'intelligence artificielle que notre vie va être dérisoire. Et puis, on va avoir du mal à trouver du sens à partir du moment où on ne sera plus l'espèce la plus intelligente, mais la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre. Qui est une citation de Geoffrey Hinton, père le prix Nobel de physique. De physique, tout à fait. Moi, j'avais envie de vous parler justement du désir, de l'amour. L'amour, ça s'adapte à la longueur de vie. Donc, quelque part, vivre 1000 ans... quoi vont ressembler nos relations amoureuses? La vision d'Alexandre dans le livre est très simple. Il dit « Je me sens incapable d'aimer le même corps pendant 1000 ans. Ouais. Et il pense que sa génération et lui vont changer tous les 4 matins de corps et d'amour parce qu'ils vont sexuellement se lasser très vite. » Mais c'est déjà le cas, hein. Vous changez de partenaire tous les 18 à 24 mois. C'est déjà le cas, on voit déjà que supporter son conjoint ou sa conjointe pendant 5, 20, 50 ans, c'est déjà très compliqué, mais alors imaginez sur 1000 ans, c'est mission impossible. Non pas par manque d'amour, mais simplement parce que l'amour, le couple a toujours été prévu dans une finitude, dans un cadre de la finitude. Aujourd'hui, la promesse d'amour ne peut pas être illimitée. C'est insupportable. Et j'ai peur qu'à terme, il n'y aurait plus de couple, qu'on ait plusieurs conjoints sur 1000 ans, qu'on se sépare, qu'on se remette, et qu'au final, on soit assez seul, en réalité, pendant 1000 ans. C'est le risque. Parce que 1000 ans d'amour, 1000 ans à désirer le même corps, ça paraît impossible. Je dis, peut-être qu'il y a des gens qui réussiront, mais la quasi-majorité n'y arriveront pas. Et on le voit déjà très bien avec la hausse des divorces, alors que les gens, c'est pas sur 1000 ans qui se côtoient. Mais je crois je pense que ta génération est vraiment une génération du zapping. Moi, je m'imagine très bien désirer le même corps. On voit des divorces augmenter chez les 60 70 ans. Non, mais moi, c'est pas chez les 20 ans les divorces. Mais je me sens tout à fait capable de désirer le même corps, d'avoir le même amour pendant 1000 ans. Mais je ne suis pas de la génération du zapping sexuel et affectif à laquelle tu appartiens. Mais moi, 1000 ans de désir pour le même corps, ça me pose pas de problème. Et là, on voit apparaître les robots humanoïdes. Le Point vient de faire sa couverture sur notre vie avec les robots humanoïdes. Ouais. Voilà. Est-ce que là, ça, c'est déjà pas une forme de remplacement quelque part de cette... D'abord, ça va être des domestiques. On va s'en servir comme femme de ménage, comme ouvrier dans les usines, pour des tas de tâches qu'on fait faire à des humains aujourd'hui et ce qui semblera fou demain. Éboueurs, on se dira en 2050, mais comment on pouvait accepter que des hommes soient éboueurs alors que c'est dégueulasse, c'est pas propre? Il est beaucoup plus logique que ce soit des robots humanoïdes qui fassent ça. Pareil pour les tâches dangereuses, de monter sur un toit pour être couvreur au risque de tomber, ou élaguer des arbres et de tuer, être élagueur, on dira mais vraiment c'est inhumain, il faut mettre des robots. Donc on va s'en servir d'abord comme domestique, comme ouvrier, puis on va s'en servir comme partenaire sexuel, forcément. Le Minitel a commencé avec le Minitel rose, on peut imaginer que la robotique humanoïde commence avec du sexe aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le dernier robot chinois, là, celui qui fait justement la couverture du Point, il a la température à 37 degrés. Donc pour les rapports sexuels, ça permettra de ne pas avoir froid avec le robot.
Je te sens dubitatif sur le robot sexe. Et moi, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui, en réalité, vont se mettre à avoir des relations, voire même se mettre en couple, développer des affects envers ces robots. Tu dis dans le livre que tu as parmi les jeunes, tout à fait. Un sondage taré, que tu parles de 80% de sondage Forbes, tout à fait. Et ça me paraît pas étonnant ni fou de dire ça, parce qu'en réalité, l'IA avec un robot humanoïde connecté au modèle, vous jugera jamais, elle va pas vous humilier, elle sera pas jalouse, elle vous empêchera pas de sortir en boîte. Elle simulera l'orgasme. Elle vous dira que vous êtes un super coup, même si vous tenez 15 secondes. Même quand t'as un sexe de 6 cm. Ah, c'est formidable alors. Donc il y a on sera tous plus de préjugés, plus d'humiliation, plus de besoin de capacité. Le robot sexuel après te dira qu'est-ce que j'ai joui. Même si t'es nul au lit. Mais tu le croiras. Ben évidemment que tu le croiras. Les gens tombent amoureux déjà des IA, donc ils y croient. Ouais. Et ils y croiront pas forcément, mais par facilité, ils iront là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, le couple, c'est quoi ? C'est la friction, c'est l'inconfort, c'est toujours devoir donner des contreparties, etc. La négociation, mais avec un robot sexuel et avec qui vous pouvez développer après une relation plus affective que physique. Aucune humiliation. Aucune contrainte, le robot sera toujours d'accord, content avec vous, et on aura des espèces de célibataires mariés ou en couple avec l'IA. Mais moi, je suis pas amoureux encore de ChatGPT ou Claude, mais quand je suis passé de ChatGPT à Claude, vraiment, j'ai eu l'impression de commettre un adultère numérique. Oui. Et j'ai le début d'un attachement, numérique. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est que... C'est du narcissisme, hein, tu le sais, parce que tu as tellement mis de toi dans le truc que de partir, en fait, c'est te quitter toi-même. Il y a meilleur bien sûr. L'ego mais cela dit, au bout de quelques semaines, Claude me connaissait très bien aussi, donc finalement, cet adultère s'est bien terminé, sauf que, comme GPT 5.5 est maintenant devenu très bon, je suis revenu sur GPT 5.5, j'ai joué la femme du boulanger, quasiment. C'est la femme du boulanger, je suis la pomponnette, hein, c'est la femme du boulanger, je suis revenu en attendant la sortie de Claude Plus 4.8, qui sera peut-être meilleur que GPT 5.5. Et ChatGPT t'a pardonné cette infidélité. Eh ben, il m'a rien dit. Il n'a pas fait comme Rému dans La femme du boulanger. Il ne m'a pas engueulé. Oui, tu étais parti où ? Tu es parti où ? La salope. La garce. La garce. La garce. Et je sais pas, en parlant de film, tu te rappelles, je sais pas si tu l'as vu, c'est un vieux film. Ah non. Non, Heure, c'est un... Ouais, c'est plus récent. Mais ça a 15 ans. Ça, ouais, mais je remonte avant. Oui, j'ai vu. C'était... Mais c'est pas... 15 ans, c'est 2011. Ouais, c'est 2010-2011, ouais, c'est ça. Ah si, c'est d'heure. Ouais, ça a déjà 15 ans. Et ça semblait en plus débile et impensable qu'on puisse parler à une IA. Ouais. Or, on y est. Avoir un dialogue parfaitement fluide avec une IA. En plus, c'est du prompting vocal qui fait des fois à l'écrit. C'était inimaginable. Les gens ont dit, mais ils sont complètement fous, ces gens-là, à imaginer ça. Et on y est. On y est aujourd'hui avec ChatGPT. Parce que c'est que ça, du prompting. Et encore, dans le film Heure, ils n'avaient pas imaginé que l'IA serait incarnée ensuite dans un robot humanoïde. Alors que là, on y arrive. Quand on regarde les prédictions d'Elon Musk, qui prévoit 2 milliards de robots à l'horizon 2040, puis Elon Musk, des fois, il est très optimiste. C'est pas Heure qu'on va avoir, c'est Ex Machina. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Avec des corps. Ouais. Et d'ailleurs, dans Ex Machina, il parle beaucoup des relations sexuelles avec les robots, puisqu'il dit qu'il a mis des capteurs sexuels à la robot. Ça lui porte pas chance parce qu'à la fin, le robot, elle finit par le tuer. Hein, Eve, hein. Heure non plus, hein, ça termine pas bien. Hein, ça se termine pas bien. Heure ne tue pas. Dans Heure, elle ne tue pas parce qu'elle n'est pas incarnée. Son ex, alors que dans Ex Machina, elle tue les deux mecs. Enfin, elle laisse mourir de faim à l'intérieur du bunker le deuxième et elle se taille, ce qui est la preuve de son insensibilité. Alors que dans Heure, elle n'est pas insensible. Elle explique juste que la relation est devenue insupportable parce qu'il est trop lent et que son cerveau ne suit pas la vitesse. Ouais, c'est ça, il n'est pas à la hauteur. Mais je pensais à un autre film en vous écoutant, que je pense que tu vas t'en rappeler. Tu te rappelles de Soleil Vert ? Bien sûr. Et dans Soleil Vert, il y a une scène absolument incroyable. Solient en anglais. Ouais, Solient en anglais, où en fait on découvre que l'humanité se nourrit. Je connais le nom, mais j'ai jamais vu. Se nourrit des humains. Des humains. Dans les petites capsules. Ouais. Mais c'est une dystopie écologique. Hein. Mais il y a un truc très intéressant, je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène, où quand il achète une maison, la maison vient équipée avec une femme dans la maison.
C'est-à-dire que c'est du mobilier, c'est-à-dire que la femme est là, donc il y a une classe sociale supérieure. Pour l'upper class, qui est dans le quartier réservé. Qui est dans le quartier réservé, et donc ils prennent possession de leur maison, ils sont dans une sorte de bienvenue à Gattaca. Et parmi le mobilier, mais qui est une femme biologique, c'est pas un robot. Non, c'est une femme biologique, mais je fais l'extrapolation avec ce qu'on est en train de parler là. C'est-à-dire que je me demande en vous écoutant... Les promoteurs immobiliers fourniront le robot sexuel. Le robot humanoïde sera dans le placard. Il sera dans le placard. Selon votre commande. Pour faire le ménage ou pour le sexe. Exactement. Ou pour faire la cuisine ou pour faire les réparations, s'occuper de la pelouse. Exactement. Et pour faire les devoirs avec les enfants. Voilà. Et donc la relation extra-conjugale, quelque part, sera une relation humaine. C'est-à-dire que peut-être... Non, mais tu pourras faire du triolisme avec ta femme et le robot. Ouais, peut-être. C'est ça. Ce sera des relations sexuelles mixtes, partiellement robotiques, partiellement biologiques. La fidélité sera à ton robot, c'est-à-dire à celle que tu as quelque part designée toi-même, que tu pourras peut-être aussi modifier. Tu pourras aussi changer de robot. Tu pourras changer de robot, tu pourras la faire évoluer selon tes goûts, tes désirs et tes plaisirs. Mais est-ce qu'on ira chercher quelque part un petit peu cette excitation chez un être humain extérieur, ou non, c'est complètement foutu, on vivra vraiment... Tu peux aussi imaginer que les implants Neuralink puissent te donner de l'excitation sexuelle. Alors ça, c'est toute la thèse de Stéphane Mallard, qui considère que de toute façon, on est un algorithme, tout est algorithme, et que on pourrait injecter des décharges électriques dans les centres qui gouvernent la libido pour te donner du plaisir sans avoir de rapport sexuel. Tout à fait. Houellebecq, il écrivait que l'amour avait été inventé, que c'est une fiction qui permettait de rendre la sexualité supportable. C'est intéressant comme formule. Et donc finalement, cette sexualité, lui, considère que c'est quelque chose un petit peu... de dégradant, d'horrible. Il a un rapport à la sexualité qui est très particulier quand même, Houellebecq. Oui, je cite Houellebecq, mais... Comme il prend très peu soin de lui, on comprend qu'il a peut-être du mal à trouver des partenaires, parce qu'on a quand même vu des gens plus soignés. Non, mais je pense qu'il n'a pas trop de mal à trouver de partenaires. Ouais, elles sont courageuses. Oui, bon, peut-être, elles sont courageuses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout d'un coup... l'amour, ce serait peut-être comme si la mort est un bug. L'amour est peut-être finalement un algorithme qu'on pourra décider. L'amour est un algorithme. On pourra décider d'aimer en cliquant sur un bouton. L'amour est un algorithme, mais c'est pas pour ça qu'il faut détruire l'amour. Tout est algorithme dans l'humain, mais c'est pas pour ça qu'il faut détruire ce qui fait notre humanité. Mais juste revenir aussi sur un point important, parce que là on a beaucoup parlé des robots sexuels, mais en réalité les robots ne seront pas juste sexuels ou capables de faire des tâches manuelles très bas de gamme. C'est Laurent d'ailleurs qui l'a écrit dans le Figaro avec Olivier Babot. En réalité, les robots humanoïdes seront à la fois capables de faire des tâches d'ouvriers, mais ils auront aussi le QI d'un polytechnicien, qui sont directement connectés au meilleur modèle. Au début, pour commencer. Et après beaucoup plus. Ils seront non seulement capables de plier les slips, mais également d'enseigner du Kant aux enfants. Et ça, c'est un changement de paradigme qu'on n'a pas du tout imaginé. On pensait qu'ils allaient juste être dans des usines, mais pas du tout. Ils feront tout. Okay. Et donc justement, terminons aussi là-dessus, parce que ça, c'est un vrai sujet, c'est le travail. Toi aussi, on voit que tu es très inquiet par rapport à ça, parce que tu te dis, mais alors, quel va être mon rôle dans cette société ? Le travail va ressembler à quoi ? On a un ami en commun, tous les trois, qui est Raphaël Dohan, qui lui dit il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça, parce que on n'est pas la première civilisation, la première société à ne pas... avoir à travailler. Il parle notamment de la Rome antique, où les gens avaient des esclaves et finalement Sauf que c'était uniquement quelques dizaines de milliers de citoyens romains à Rome, et tout le reste étaient des esclaves, et ils allaient piller les régions pour justement subvenir à cette hyperclasse qui était à Rome. Le travail, Laurent, ça va ressembler à quoi ? Moi, je ne crois pas à la mort du travail. Moi non plus. Ça serait prendre les humains pour des cons, moi, je pense que les élites vont travailler encore plus demain qu'aujourd'hui. Ouais. Et parce que les élites voudront continuer à organiser le monde.
La compétition ne va pas disparaître. Elles voudront jouer le rôle des dieux dans la fameuse prophétie de Harari, des dieux et des inutiles. Ouais. Elles voudront être dieux technologiques plutôt que d'être des gilets jaunes inutiles. Hein. Je paraphrase Harari. Donc je pense que les élites vont bosser et vont vouloir organiser la société, gérer la complexité incroyable du monde de demain, vont trouver plein de nouveaux métiers, vont créer plein de nouvelles startups, vont imaginer plein de business models. Peut-être qu'une partie des classes moyennes et populaires, qui se sentiront dépassées par l'IA, arrêteront de courir et diront je préfère me mettre au revenu universel parce que de toute façon l'IA progresse tellement vite que je n'y arrive plus. C'est un peu le sentiment que je ressens moi par rapport à mon dépassement et au fait que je deviens un gilet jaune à mon tour parce que la technologie va trop vite pour mon âge. Donc la mort du travail, non. Mais peut-être qu'une partie des gens ne se sentiront pas capables d'être utiles à l'ère de la robotique hyper intelligente et de la super intelligence artificielle. Alors je ne crois pas non plus en la mort du travail. En revanche, ce qui m'inquiète, et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en réalité, il y a toujours du travail pour les data scientists, les mecs hyper capés, avec des bacs plus 10. En revanche, à contrario, que ce soit les secrétaires, les chauffeurs de Uber, on le voit avec la robotique humanoïde, avec les voitures taxi à San Francisco, avec les voitures Waymo, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ? Mais non, mais il va falloir leur mettre en place des formations pour qu'ils puissent retrouver des métiers. Est-ce qu'ils en auront envie ? Enfin, quand tu es laveur de carreaux, tu ne vas pas devenir data scientist. Est-ce que quand vous avez conduit, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, un bus pendant 50 ans, vous arrivez vers la fin de la retraite, est-ce que vous avez envie de vous taper une formation ? Est-ce que vous en êtes capable pour pouvoir vous réinventer en ingénieur ? Et le problème, c'est que tu leur promets une vie bien plus longue. C'est-à-dire que non seulement ils sont obsolètes, et en plus tu leur dis, vous êtes obsolètes et on vient de décaler la porte de sortie. L'un des plus grands spécialistes français de l'informatique avait déclaré dans la presse il ne faut pas rêver d'imaginer que les chauffeurs routiers qui vont être remplacés par des camions autonomes dans le futur vont devenir data scientists est totalement illusoire. Alors, c'est pas politiquement correct de le dire, mais il a un peu raison. Il ne faut pas imaginer qu'on va transformer tout le monde en spécialiste de la data. D'ailleurs, cet informaticien français célèbre avait dit « Ne vous y trompez pas, pour être data scientist, il faut beaucoup de neurones. » De façon un peu méprisante, mais très réaliste. Ouais. Mais c'est pour ça, il y a d'ailleurs... la Silicon Valley propose non pas un revenu universel de base, mais un super revenu universel. C'est Elon Musk qui avait parlé à $14 000 même par mois pour que les gens puissent quand même profiter de ce monde d'abondance avec l'hypercroissance de la super intelligence artificielle. Et il y en a d'autres, comme par exemple Luc Ferry, où on mettrait en place un super revenu universel, mais Luc pense que le travail, ça reste quand même très important pour la plupart des gens. Ça permet d'avoir une dignité, une utilité sociale, une identité, d'avoir des contacts humains pour pas être enfermé dans son appartement avec son casque méta par les IA toute sa journée. Et donc, Luc Ferry, lui, il propose justement, ça serait un service civique, une sorte de service civique où on serait obligé de faire 15 heures par semaine pour aider des gens dans la collectivité, aller dans une association et pour, au fond, encore avoir une dignité, une utilité, même à l'ère de la super IA. Bien que ce serait un bullshit job, au moins on pourrait continuer à travailler et à s'occuper en fait. C'est pas du tout un bullshit job parce que ça existe déjà. Il y a déjà plein de bullshit jobs bien sûr, mais là il y en a encore plus. Non, parce que je vais t'expliquer comment ça existe. Aujourd'hui, quand on met les gens à la retraite, ils ne sont pas tous devant leur poste de télévisé. La majorité des gens dans l'association, en réalité, ce sont les retraités. Exactement. Toutes les associations, elles vivent essentiellement grâce à l'engagement de retraités qui sont plutôt en bonne santé, qui ont encore quelques neurones et qui font travailler en fait toutes ces associations. Donc en gros, grosso modo, c'est pas reculer l'âge de la retraite, mais c'est avancer finalement l'âge de cette participation, de l'engagement civique et de tout et travailler. Elon Musk qui dit c'est intéressant de travailler parce que il y aura encore des gens qui travailleront, mais travailler c'est un peu comme planter des salades dans son jardin, c'est-à-dire que des salades il y en a au supermarché, t'as pas besoin de faire pousser les salades dans ton jardin, mais il y a des gens pour le plaisir, pour il y a des gens qui ont un plaisir à planter leur propre salade et qui d'ailleurs ces salades sont bien meilleures que celles qu'on trouve au supermarché. Là-dessus il y a pas de doute par rapport à ça, mais c'est pas complètement obligatoire. Moi, je pense que, et je n'ai pas trouvé ça dans votre bouquin, c'est que vous parlez, et vous êtes surtout toi, Alexandre, très préoccupé par une forme de remplacement, voilà,
finalement, le grand remplacement, il n'est pas celui qu'on pensait. Il est préoccupé par le grand remplacement par l'IA. Exactement. Le grand remplacement cognitif. Or que quand on regarde en fait les technologies et même l'histoire, il y a pas vraiment de remplacement. Il y a souvent une sorte de juxtaposition et on vit dans un monde de plus en plus complexe. C'est la première fois qu'on a une technologie qui produit de l'intelligence. On a toujours eu des grandes vagues de technologie avec la destruction créatrice de Schumpeter et à chaque fois en réalité on retrouvait d'autres postes, des métiers qu'on n'avait jamais imaginés avant. Mais pour terminer mon raisonnement, c'est que je pense que vous regardez aussi beaucoup l'intelligence artificielle comme un outil. Justement quand on parle de travail en disant ils sont capables de faire des choses, etc. Est-ce que finalement, et ce que vous anticipez peut-être pas suffisamment, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas simplement un outil de productivité, mais surtout nous oblige à repenser une organisation de notre société. Totalement. Complètement repenser l'organisation totale de notre société. Évidemment. Ouais. Mais c'est la thèse du livre, c'est justement, on dit qu'on n'a pas pensé une seule seconde à la réorganisation. C'est plutôt la partie 4. C'est la partie qu'il fallait encore. Alors expliquez-moi ça. Il faut réinventer la société. Ouais. Donc la famille, on en a un petit peu parlé, nos relations avec la transmission, l'école, la santé, si tu veux. Ça me touche beaucoup. Bon, comme tu sais, j'ai fait beaucoup de médecin, temps à l'université et professeur. Et c'est vrai que la réorganisation du système de santé va être très douloureuse pour ma profession. Ouais. Mais il est clair que dans le futur, on n'autorisera pas les médecins à faire des diagnostics et des ordonnances sans l'autorisation de l'intelligence artificielle. Et donc, les médecins, ils vont organiser les intelligences artificielles médicales. Ils vont pas faire des diagnostics eux-mêmes. Ça suppose de reconstruire le système de santé, de reconstruire la formation des jeunes médecins. C'est un bouleversement qui va être traumatisant pour les facs de médecine, pour les hôpitaux et pour le système de santé. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des universités vous enseignent des connaissances qui peuvent être en fait déjà automatisées par l'intelligence artificielle, qui bien souvent sont obsolètes avant même l'obtention du diplôme. Par exemple, il y avait une étude de l'OCDE qui avait démontré qu'aujourd'hui, une compétence dure en moyenne 2 ans avant d'être disruptée, alors qu'en 1987, c'était 30 ans. Et donc, il faut que l'université ait cette projection, nous forme à l'ère de l'intelligence artificielle. Par exemple, moi, j'ai fini mes études de droit il n'y a pas très longtemps. On n'a jamais parlé d'IA, alors que tous les mecs qui vont travailler dans des cabinets d'avocats, qui deviennent magistrats, qui deviennent juristes en entreprise, utilisent l'IA. Et l'université n'a pas commencé ce début de réflexion. C'est d'ailleurs l'un de tes derniers bouquins, Laurent, où tu en parles très bien. Ne fait plus d'études. Mais justement, dans ce que tu es en train de décrire là, le problème, c'est pas l'intelligence. Le problème, bien évidemment, ça peut pas être un problème, le fait que l'intelligence devienne disponible immédiatement et gratuite. Ça dévalorise aussi l'expertise et après plus rien n'a de prix, tout se commoditise. Non mais Alexandre, le problème, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va faire des profs. Donc en fait, c'est bien un problème d'organisation. Oui, bien sûr. On a eu ce problème-là avec l'information. Les profs vont devenir des coachs, mais il faut qu'ils se mettent à bosser. Ouais. Aujourd'hui, les profs ne bossent pas. Ils sont dans leur zone de confort. Ils savent, ils font le même cours, pas toujours extraordinaire. Pas tous les profs, mais mais beaucoup de profs. Écoute, va dans une fac poubelle et tu vas voir le niveau des profs. Va voir le niveau en économie, même en droit, en sociologie. Sandrine Rousseau était quand même vice-présidente à Lille. C'était une économiste. Dans les petites facs, c'est catastrophique. Le niveau est catastrophique. Donc les profs vont devoir se réinventer. Ils vont devoir travailler, ils vont devoir sortir donc de leur zone de confort et apprendre ce qu'est enseigné à l'ère de l'IA, et c'est radicalement différent. Et puis ça suppose du courage. C'est-à-dire, effectivement, il faut cesser d'accepter les devoirs faits à la maison, parce qu'en réalité, ils sont faits par ChatGPT. Ça a déjà bien commencé. Déjà, moi, avec 4.5, les profs n'acceptaient plus. Ils sont pas si naïfs que ça. Non, mais il va falloir trouver des autres méthodes d'évaluation. Il va falloir des oraux. Les écrits sont plus adaptés parce que les étudiants vont tricher. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment empêcher la triche. Il y a eu l'année dernière... Il y a eu un gros problème à l'ULB, à Bruxelles, à côté de chez moi. Le prof de génétique qui voyait les copies de génétique être de plus en plus parfaites, alors qu'il imaginait que le niveau des étudiants ne croissait pas en réalité, s'est rendu compte que, bien sûr, les devoirs de génétique étaient faits par ChatGPT. Et donc, lors des derniers examens, il a interdit les montres
pour être sûr que les montres n'étaient pas connectées à ChatGPT. Et puis, il a interdit les oreillettes. Écouteurs, oui. Et il y a eu un drame politico-religieux parce que, il y a eu une manifestation des jeunes filles voilées de l'ULB qui exigeait que l'on ne contrôle pas les oreilles derrière les voiles islamiques. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient des écouteurs. Parce qu'elles avaient des écouteurs sous le voile, et donc ça crée une injustice entre les jeunes filles musulmanes et les jeunes filles non musulmanes, puisque les jeunes filles non musulmanes ont vérifié leurs oreilles et qu'elles n'avaient pas une oreillette connectée à ChatGPT, et puis on ne l'a pas fait pour les étudiantes voilées, ce qui crée une injustice interreligieuse. Donc il y avait des humains augmentés, des humains non augmentés. On était face exactement à ça. Sur une segmentation de nature religieuse. Sur segmentation de nature religieuse. Ce croisement entre les préoccupations religieuses et puis l'évaluation et la surveillance des étudiants est assez drôle. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans. Ouais, absolument. Bon, si on fait un petit bilan de ce qu'on s'est dit là, en fait, parce que j'aimerais bien avoir votre point de vue à l'un et à l'autre, justement, sur cette nouvelle organisation du monde, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde, il est organisé de façon assez simple. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent moins, il y a des gens qui travaillent manuellement, il y a des gens qui travaillent intellectuellement, plus de manière intellectuelle. Bon, et ça roule tant bien que mal. Si on ne fait rien, l'écart entre les gens va augmenter. Ok, entre les riches et les pauvres. Que bien sûr que tout le monde a accès à ChatGPT, à Claude, etc. Mais en réalité, pour savoir orchestrer ces IA, il faut être très intelligent. Okay. Et il faut être cultivé. Ouais. L'idée qu'on avait il y a 3 ans est totalement naïve. T'arrives, le grand égalisateur. T'es con comme une bite, t'as aucune culture, et grâce à ChatGPT, tu deviens un génie en tout, tu deviens aussi bon qu'un physicien nucléaire, tu deviens aussi bon qu'un philosophe kantien de haut niveau comme Luc Ferry, tu deviens un spécialiste du management à l'ère de l'IA comme Stéphane Mallard, etc. Tout ça était très naïf. En réalité, pour bien utiliser l'IA, il faut être cultivé et intelligent et travailleur. Et donc, en réalité, l'IA n'est pas le grand égalisateur. L'IA augmente les écarts entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de moins doué, entre quelqu'un de cultivé et quelqu'un de moins cultivé, entre quelqu'un de courageux et une grosse feignasse. Il va y avoir un écart à l'ère de l'IA plus important qu'il y avait avant l'IA. Mais c'est pas simplement l'intelligence que vous nous expliquez là, c'est aussi l'espérance de vie qui va elle aussi. Parce qu'il y en a qui voudront, il y en a qui voudront pas. Non, mais je pense que l'espérance de vie, on remboursera à 100% les techniques d'augmentation de la longévité. Et ça, tu penses que tout le monde va accepter ? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la plupart des gens religieuses, etc. Je pense que la plupart des gens vont accepter. Il y a toujours des Amish qui eux ne veulent pas la technologie. De toute façon, si les gens qui acceptent les technologies vivent 1000 ans et que les autres meurent à 80 ans, mécaniquement, les autres vont disparaître. Oui, bien sûr. Oui, ils ne se reproduiront pas. Ils vivront moins longtemps et donc il y en aura moins. Ok. Voilà. Donc ces gens-là vont devenir les pygmées. Les Amish. Oui, ou les Amish. Les Amish. Donc ce sera dérisoire. Donc je ne crois pas qu'il y aura de grosses inégalités sur l'espérance de vie. En revanche, il y aura des grosses inégalités intellectuelles à l'ère de l'IA, sauf si on généralise l'augmentation. Mais là, on ouvre le dossier bouleversant de l'eugénisme. Ouais. Cela dit, ce qui est très troublant... Vous avez commencé avec ça, d'ailleurs. Ce qui est très, très, très troublant, c'est que les Américains sont en train d'adhérer massivement à l'eugénisme intellectuel. Le sondage fait dans Science montre que 38% des Américains souhaitent utiliser la sélection embryonnaire pour avoir un bébé plus intelligent et qui réussisse mieux à l'université. Ce qui était inimaginable il y a 10 ans. Mais les Américains commencent à se dire, comme Alexander Wang, commencent à se dire, si mon bébé est un bébé normal... Il n'a pas de chance face à l'IA et face au bébé augmenté. Ce qui va poser des problèmes géopolitiques majeurs. Lorsque vous allez avoir une nation comme les États-Unis qui va se mettre à faire des bébés sélectionnés et augmentés massivement ayant un QI d'Albert Einstein, on ne va pas pouvoir tenir, nous, en France. Et donc, on va être soit... Il y a le scénario optimiste, on va devoir faire la même chose, on va devoir déréglementer pour accepter ces technologies sur le territoire, soit au contraire, on va s'enfermer dans une sorte de bulle, on va mettre des réglementations pour protéger, pour conserver les villages gaulois, sauf que le village gaulois va s'effondrer économiquement, intellectuellement, face à ces nouvelles puissances hyper connectées. C'est nous les pygmées. Alors lui, il dit augmentation des écarts. Mais il y a un problème que Laurent a pas cité, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne seront pas augmentés et qui vivront 1000 ans et qui auront 100 QI face à des gamins qui seront neuro-augmentés, sélectionnés, qui seront à 200, 300 QI. On aura toujours une masse inemployable, pas adaptée au 21e siècle,
Et au 22e et au 23e bien sûr, bah oui, évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait de cette masse-là ? Ça, c'est une question politique brûlante, une question sur laquelle aucun politicien ne s'est prononcé et sur laquelle, par lâcheté ou par incompréhension du sujet, ils ne sont pas prêts de se prononcer. Mais s'il y a une telle différence en termes de quotient intellectuel ou de connaissances, normalement, si on suit Darwin, ils devraient disparaître d'eux-mêmes quelque part. Sauf qu'ils auront accès aux thérapies génétiques par l'État-providence. Parce que si t'es moins intelligent, c'est pas ça qui va diminuer ta capacité à faire des bébés. Hein. Mais si, parce que tu vas faire plus de conneries dans ta vie, quoi, en fait. Hein. Ce sera marginal. Et puis peut-être aussi parce que tu te rebelleras. Non, lui il parle d'écart, mais finalement ça va se réguler et il y a une élite qui va contrôler finalement le reste. Et ça, ce que j'entends un petit peu dans ton discours. Toi, tu penses qu'on va vers une révolution, il y a une masse qui va se soulever. On est en train de le voir, une révolution, je sais pas, mais en tout cas on est en train de voir un phénomène émergent. Là, l'année dernière, il y a en Californie l'association des infirmières qui a manifesté dans la rue contre l'arrivée de l'IA dans le domaine médical. En France, on a aussi PoseAI qui s'est développé. J'ai eu l'occasion d'interviewer Maxime Fournaise, qui est le vice-président de PoseAI en France. On a cette jeunesse, mais pas que la jeunesse aussi, on a des gens plus âgés qui sont inquiets pour leurs enfants, tout simplement, qui commencent à se mettre en marche. Est-ce que ça va prendre plus d'ampleur? On ne sait pas. En tout cas, on commence à voir par-ci par-là des mouvements de révolte, de résistance, même d'attentats. Sam Altman, on en a parlé tout à l'heure, qui a essuyé 2 attentats. Il y en a un il y a 15 jours par un jeune de 20 ans qui avait un manifeste anti-IA. Et donc, on voit cette violence commencer à émerger face justement à l'arrivée de la super-IA. Parce que les gens n'ont pas envie d'être déclassés. Les gens ont peur. Parmi ces gens aussi, ils évoquent souvent le fait que l'IA va tous nous exterminer, qu'on va perdre le contrôle de l'IA. Ça, c'est un autre sujet, oui. Oui, mais parce qu'on n'a pas d'autre littérature quand on regarde. Non, mais attends, les jeunes qui ont peur, et je pense qu'ils ont tort, je ne crois pas que l'IA va nous exterminer, ils sont encouragés là par des gens de haut niveau qui leur disent ça. Geoffrey Hinton, dans le Financial Times, le 9 février 2024, il a déclaré « J'estime qu'il y a 10% de chance d'ici 2044 que l'intelligence artificielle extermine 100% des humains ». Geoffrey Hinton, prix Nobel et inventeur des réseaux de neurones profonds. Donc ce fantasme d'extermination de l'humanité, il est popularisé par des gens de très haut niveau et par des spécialistes de l'IA. C'est pas un fantasme de technophobe. Mais Sam Altman lui-même, tu te souviens, avait déclaré, patron de ChatGPT et d'OpenAI, avait déclaré qu'on va faire des entreprises merveilleuses avec les années qui arrivent grâce à l'IA, mais qu'en même temps, il y a un risque non nul pour qu'elle nous détruise. Donc on voit bien que même les gens qui font de l'IA le disent. Oui, mais tu sais pourquoi ils le disent? Ils le disent parce qu'ils ont atteint des niveaux de valorisation tels aujourd'hui que pour justifier 1000 milliards de valorisation, puisqu'on s'approche de ça, SpaceX peut-être 2000 milliards de valorisation, on doit avoir un discours qui est pratiquement de fin du monde, parce qu'il n'y a aucun rationnel économique qui puisse justifier. On a même dépassé les valorisations de la course à l'espace quand on vivait, quand on essayait de faire la course contre les Russes. Je ne crois pas en l'apocalypse, je ne crois pas en Skynet. En revanche, je crois à ce que les humains vont utiliser des IA entre eux pour se faire la guerre, justement. Et on le voit déjà. Il y a de la vente d'heures en Israël. Ouais. On voit avec les drones semi-autonomes, voire autonomes, qui commencent à arriver sur le champ de bataille ukrainien. On le voit bien avec Trump et Palantir qui ont utilisé... moins de morts aussi. Moins de morts, certes, mais la délégation du pouvoir de la mort arrive aux mains des IA et non plus au niveau des humains. On le voit bien avec justement l'IA de la vendeur. Alors, pour rappel, c'est une IA qui est utilisée par Israël pour s'attaquer, en fait, pour bombarder les membres appartenant au Hamas. Lorsque l'IA détectait que vous apparteniez au groupe terroriste le Hamas, le temps qu'il y avait un agent qui a ensuite appuyé sur le bouton, c'était 40 secondes entre le moment où l'IA lui disait que il fallait tirer et au moment où l'agent prenait le temps pour voir s'il fallait tirer. Pardon, excusez-moi. Et on voit bien que ce pouvoir de délégation arrive petit à petit et on peut se demander philosophiquement, est-ce qu'on a envie que ce soit l'IA qui fasse la guerre à notre place? Si on tire le fil, ça se terminera par une guerre sous forme de jeu vidéo, cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire que... Sauf que la grande crainte des militaires, c'est que tu peux pas faire de mal à l'autre si c'est robot contre robot. Il y a plus de souffrance humaine, il y a plus de mort, parce que les robots ne saignent pas. Ouais. Ce qui est le titre d'un article qu'on a écrit avec Tsikopoulos récemment. À partir du moment où tu ne peux plus conclure la guerre
puisque tu es dans une guerre robot contre robot. La seule façon de t'en servir, c'est d'attaquer les civils. Comment tu fais pour craquer l'autre? Pour faire craquer l'autre, tu attaques les villes et tu tues les civils. Parce que tu ne peux, parce que tu es un robot, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de sens, donc tu bombardes les villes. Et tu fais que la guerre en Ukraine est absolument insupportable. C'est bien ce qu'on a des civils qui meurent, des centaines de milliers de soldats qui meurent sur le front, mais demain vous avez 100 000 robots qui sont détruits sur le sol. 100 000 robots, ça n'a pas d'importance. Et donc le seul moyen pour faire craquer soit la Russie, soit l'Ukraine de l'autre côté, c'est d'attaquer les civils et ce sera de les massacrer. Ça sera le seul moyen. C'est de revenir au bombardement stratégique d'Hambourg et de Dresde qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, des alliés notamment. Des alliés, bien sûr. Bon, écoutez, c'est passionnant. Moi, j'avais vraiment envie d'échanger avec vous et de participer à votre échange. Et le temps d'un épisode de Silicon Carnet. Merci de m'avoir accueilli sous votre olivier. Parce que on a un peu le sentiment de ça, en fait, de cette conversation. En tout cas, moi, j'invite les gens à, si cette conversation les a intéressés et qui veulent se plonger effectivement dans toutes ces questions qui sont presque métaphysiques, d'acheter le livre. Il vaut pas cher, ce bouquin. Il vaut combien? 22 €. 22 €, c'est accessible. Et puis, si tu l'achètes à crédit sur 1000 ans, ça va pas faire très cher. 22,50 €, faut le préciser pour les étudiants. Merci Alexandre. Laurent Alexandre Tsikopoulos. Vivre 1000 ans, quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar. Merci de ton invitation. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup.